L'ambiance d'une entreprise ne peut être ferme et productive qu'à condition d'utiliser des individus fermes et productifs. Et bien que nous devions reconnaître qu'il existe de nombreuses variantes et nuances parmi les différents types d'hommes qui devront affronter, aussi bien aujourd'hui que demain, les exigences d'une direction déterminée, nous devons considérer en ensemble de dénominateurs communs. En tant qu'individu, un directeur ferme doit se connaître lui-même et s'apprécier tel qu'il est, sans ignorer ses côtés négatifs. Il doit pouvoir réaliser, même s'il est généralement satisfait de l'équilibre et du développement de ses affaires, qu'il doit continuer à progresser, à évoluer et à se développer. Commençons par quelques questions personnelles et spécifiques auxquelles vous seul pouvez répondre. 1. Votre société existera-t-elle encore dans 10 ans? 2. Est-ce que votre fonction existera encore d'ici 5 ans? 3. Possédez-vous réellement toutes les qualités requises pour être un véritable PDG, ou bien vous bercez-vous d'illusions? 4. Savez-vous ce que vous voulez, ou bien vous cachez-vous derrière ce que vous refusez de voir? 5. Donnez-vous suite à vos rêves et faites-vous réellement en sorte qu'ils se réalisent? 6. Avez-vous une compréhension organisée et active des exigences d'une affaire moderne, dynamique et rentable? Ces questions ne sont que des pensées de départ. Elles ont pour but principal de vous amener à vous rechercher tel que vous êtes actuellement. Mais que vous soyez déjà maintenant directeur général ou que vous aspiriez à le devenir, vous devez répondre honnêtement à ces questions et à bien d'autres encore. Aujourd'hui, le monde regorge de pygmées et pas assez de géants. Je ne parle pas ici de mesure en centimètres. J'ai connu des géants qui ne mesuraient que 1,50 m et des pygmées qui mesuraient près de 2 mètres parce que la taille réelle d'un homme s'évalue dans son espace intérieur, l'espace qui existe entre ses deux oreilles. Et c'est de cela que cet enregistrement va traiter. Une direction ferme et énergique. Si vous avez décidé d'utiliser tout votre potentiel complet dans les mois et les années à venir, vous devrez simplement faire de grands progrès en utilisant toute la puissance de votre esprit pour arriver à développer les esprits de ceux avec qui vous travaillez chaque jour. Vous devez faire des étincelles et les projeter autour de vous comme un phare. Vous devez vous confronter avec vous-même, vous engager, vous impliquer et vous livrer à une meilleure compréhension et à un meilleur usage des 10 principes ci-après. Primo, un objectif personnel. Vous devez cristalliser et matérialiser votre grand projet en tant qu'individu. 2. Un but. Vous devez apprendre à rattacher et à confondre vos intentions et vos objectifs personnels et professionnels. 3. Une direction. Afin de pouvoir diriger les autres, vous devez savoir ce que vous êtes, qui vous êtes et où vous allez. 4. Une force. Vous devez développer votre habileté à défendre une idée lorsque vous savez qu'elle est valable. Mais vous devez aussi vous rappeler d'écouter d'abord. 5. La créativité. Le dictionnaire définit la créativité comme une force divine se trouvant en nous. Un homme intelligent admet ce fait et mène sa vie d'une façon telle qu'elle puisse faire appel au maximum de cette puissance divine. 6. La saveur. Avoir un esprit créatif qui s'accomplit et se dépasse, construisant, développant, créant, donnant, voilà une vie savoureuse, largement récompensée et débordante. Vous ne pourrez fabriquer de meilleurs produits que si vous formez des hommes meilleurs. 7. La responsabilité. Vous devez développer votre maturité afin de pouvoir répondre à toutes les conséquences qu'auront entraîné votre intelligence et votre travail. Vous devez pouvoir répondre honnêtement à cette question: dois-je déléguer mes pouvoirs ou abdiquer? 8. La motivation. Vous devez pouvoir définir et allier les motivations de vos collègues avec les vôtres. Vous devez être capable de préparer un programme d'action pour les mener à bien. 9. Le rendement. En dernière analyse, c'est ce pourquoi vous êtes payé. 10. Votre responsabilité. Vous ne pouvez jamais déléguer votre responsabilité. Vous ne pouvez pas vous en décharger sur quelqu'un d'autre. Vous pouvez seulement y renoncer si vous le désirez. Voici les 10 principes essentiels. Maintenant, commençons par assembler tous ces éléments de manière constructive et opérationnelle. Je vous mets au défi maintenant de me suivre.
Vous devez penser et sentir comme un vrai PDG. Qu'est-ce réellement que le management? Encore un article sur le management, encore un livre sur le management. Les directeurs obnubilés et obsédés par cette question disent souvent « Qui a besoin de cela? Tout ce que je demande, c'est une maîtrise réelle des moyens éprouvés pour faire des bénéfices. » C'est ça le nom du jeu. Et j'ai lu tellement de choses sur les moyens et les techniques que je finis par en avoir la nausée. J'approuve de tout cœur cette opinion. L'homme d'affaires moderne ne désire pas et n'a pas besoin de slogans. Il est responsable du développement de toute une société qui accomplit des choses importantes pour atteindre tous ses objectifs. Il doit savoir comment stimuler le climat de la société, de haut en bas et de gauche à droite. Il doit être suffisamment large d'épaules pour stimuler les initiatives et les engagements de ses employés. Il doit être capable de leur communiquer sa philosophie et ses convictions, ses buts et ses objectifs. Il doit aussi instaurer les systèmes et les procédés nécessaires pour leur permettre d'atteindre et de dépasser leurs engagements. De plus, il doit les convaincre du fait que sa philosophie et ses objectifs sont adaptables aux changements rapides du monde moderne. Par-dessus tout, il doit être vigoureux et intègre. Quel genre de plan, de dessin, de mécanisme ou de système peut être appliqué pour donner au cadre débordé de paperasserie, de la perspicacité, de la clarté et de la simplicité? À mon avis, le programme ci-après, élaboré en cette phase, en illustre bien le déroulement. Et, ce qui est plus important encore, le processus dynamique de ce qui est réellement le management. Phase 1, étudier le climat actuel. Rentabilité, harmonie, esprit, ambiance, stratégie, organisation, structure, politique, analyse de cette politique, image de marque. Tous ces points vous aideront à connaître le climat actuel de votre entreprise. Phase 2, développer une philosophie viable du management. Votre grand projet, vos dessins, vos convictions et vos valeurs de base. Phase 3, développer et fixer vos objectifs. Ceci inclut rentabilité, évolution du management, rendement et attitude des travailleurs, stratégie du marketing, innovation indispensable, relations publiques, productivité, ressources et moyens financiers, ambiance d'organisation. Phase 4, planning d'organisation, croissance et but. Voilà en fait un point assez critique. Cela inclut analyse fonctionnelle, organigramme fonctionnel, à court et à long terme. Ceci implique de s'appuyer fortement sur un bon personnel, sur un bon recrutement et sur le développement de la direction. Quelques-uns des points les plus cruciaux du management d'aujourd'hui. Phase 5, plan d'exécution et besoin de résultats. Déterminer les normes de résultats souhaités égale diviser les résultats au niveau d'une division d'un département pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Fixer les normes appropriées au plan d'exécution et aux procédures opérationnelles. Prévoir les compensations, non sur l'activité, mais sur les résultats. Phase 6, communication et motivation. Tous les employés d'une entreprise doivent participer au développement du renom et de l'unité de leur société. Ils doivent se sentir concernés, engagés et convaincus de la philosophie, des buts et des objectifs de la société. Des systèmes de communication faisant appel à l'imagination doivent se développer et être bâtis autour des objectifs de la société et des buts des employés, ainsi que de la nécessité de résultats individuels. Tous doivent pouvoir se rendre compte du lien qui existe entre une réalisation remarquable et un salaire remarquable. Phase 7, contrôle. Des systèmes intégrés de contrôle de progrès doivent insister sur les bénéfices et les compensations basés sur une réalisation réelle. Tous les dirigeants doivent posséder des éléments récents et précis de la marche de l'entreprise. Ils doivent être tenus pour responsables des résultats réels. De meilleurs résultats doivent entraîner une compensation supérieure. Maintenant, le management peut être défini de 3 façons. 1. Le management signifie l'utilisation efficace et économique des hommes, de l'argent, du matériel, du temps et de l'espace pour atteindre des objectifs prédéterminés. 2. Le management est le développement des hommes et non la direction des choses. 3. Le management est un système toujours en changement,
toujours dynamique de l'interréaction des esprits. Ce troisième et dernier point comporte quelques corollaires. A. D'abord, nos services ou nos produits ne sont qu'aussi bons que les gens qui les construisent ou les produisent. B. Ensuite, notre personnel n'est aussi bon que la qualité de son esprit. C. Ensuite, leur esprit n'est aussi apte et efficient que les convictions et les valeurs de base qui le forment. D. Ensuite, le meilleur PDG ne vaut que par son habileté à stimuler, développer, fusionner et concentrer ses esprits dans des normes d'efficacité empreintes d'acception et de confiance qui sont les composants des objectifs d'une société de réputation établie. Et enfin, de tels esprits doivent être solides et durables comme du cuir, et non durs et inflexibles comme de l'acier. De ces trois définitions, je pense que vous avez déjà compris pourquoi je préfère la dernière. Le management est un système toujours en changement, toujours dynamique, de l'interréaction des esprits. Le PDG, qu'il dirige une société, une division ou un département, doit être le puits, la fontaine et la source de l'esprit et de la direction de toute l'organisation. Pensez avec fermeté et concision. Le PDG doit tout d'abord être capable de penser, de formuler une série de valeurs vivantes et opérationnelles dans un système opérationnel. Ce système permettra des paramètres, une portée, une compréhension générale et en même temps personnalisera sa société. Le premier pas consiste à prendre de manière clairvoyante et étendue la température actuelle du climat de votre société. Souvenez-vous de la phase 1 du processus de management. Étudiez le climat actuel de votre entreprise. Posez-vous ces questions. Est-ce que chacun, même au bas de l'échelle, comprend l'anatomie de l'organisation, le but réel et la véritable signification du mot bénéfice? Est-ce que chacun a saisi les convictions et les valeurs essentielles du directeur général qui donne le style et le ton de l'entreprise? Est-ce que chacun comprend les convictions et les valeurs de base des directeurs adjoints? Savent-ils à quoi servent la société, ses divisions, ses départements, ainsi que ceux qui y travaillent? Ou bien sont-ils plus préoccupés à la base de savoir contre quoi chacun de ces éléments organiques se débat? Vos éléments travaillent-ils à titre personnel ou pour l'ensemble? Est-ce que la contribution bénéficiaire de toutes les principales ressources a été évaluée? Pourquoi? Ou pourquoi pas? Est-ce que le règlement de l'entreprise a récemment fait l'objet d'un examen approfondi? Ces règles sont-elles simples, concises, compréhensives, actuelles et étroitement confondues à la philosophie, au dessein et aux objectifs de l'entreprise? Et ce, non pas dans l'optique des principes classiques d'organisation, mais bien réellement d'une manière opérationnelle et efficace. Quelle est la teneur et la portée de cette ambiance? Y a-t-il un système, un ordre et une renommée dans le produit, les zones de travail et l'aspect extérieur du personnel? Ou bien constatez-vous de la tolérance des cendriers débordants, des bureaux négligés, des travailleurs peu soucieux au regard injecté et hagard? Quels sont les problèmes véritables? Que pensent réellement les gens? Une estimation prudente ainsi qu'une étude au sujet de l'ambiance pourra vous procurer des indices significatifs quant au niveau d'harmonie existant à la compréhension du personnel, son rendement, l'attitude et l'efficacité de la gestion, ainsi qu'elle révélera une information utile pour une mise au point permanente et la possibilité d'atteindre un meilleur résultat dans les domaines spécifiques suivants. 1. Philosophie, le grand projet. 2. Objectif, ce que vous désirez qui soit réalisé. 3. Structure d'organisation, ce qu'il faut pour aller là et surtout pour pouvoir y rester. 4. Système de communication, les rôles et les besoins de chacun. 5. Contrôle, comment y arriver mieux et persévérer dans la voie de l'excellence. Il faut un véritable courage pour regarder méthodiquement et en profondeur la position actuelle de votre société. Et pourtant, aucun directeur de société réellement inflexible et sincèrement voué à son entreprise ne parviendra à déployer de vastes quantités de ressources sans passer par cette analyse vitale. Il se peut que vous deviez vous armer face au choc que certaines de vos découvertes pourraient engendrer. Certaines de celles-ci pourraient même être déplaisantes. Mais afin de pouvoir déployer de telles ressources en dépit de la peur mitigée que vous ressentez devant cette improbabilité, agir sans se soumettre à cette analyse risquerait, comme pour beaucoup d'autres sociétés, de vous voir un jour grossir le peloton des faillis. L'essence de cette introspection sera perdue
à moins que le management n'ait le courage de rechercher un flot constant de faits révélateurs et d'agir sur eux. Développez la philosophie de votre management. Tout directeur couve un grand projet, qu'il le comprenne et sache le manier ou non. L'important est qu'il devrait le penser clairement, le formuler et le communiquer avec tellement de persuasion et de conviction qu'il procurera un aliment inestimable à la conviction individuelle, la vocation et l'engagement de chacun des employés. Il représente l'esprit et la personnalité de la société. Nous pourrions comparer son pouvoir et sa contribution potentielle aux fondements sur lesquels tout est bâti, la base solide qui déterminera assez clairement l'envergure que pourra atteindre la structure. Réfléchissons ensemble sur les éléments que je vais donner maintenant d'une campagne d'envergure nationale et pratiquement unique visant à motiver et à dynamiser un nombre d'employés répartis sur tout le territoire. Imaginez que vous soyez ce directeur dynamique qui signera le manifeste qui va suivre et qui sera destiné à tous ses employés. Allons-y. Son titre est « Philosophie et conviction de l'entreprise ». En voici le texte. Ce qui est le plus important dans toute entreprise, c'est de pouvoir rassembler des esprits humains pour qu'ils fonctionnent ensemble en produisant un esprit qui distingue la bonne société de la société excellente. Notre entreprise ne se contentera pas d'un qualificatif inférieur à celui d'excellente dans tout ce que nous faisons. En vue d'arriver à cela, nous devons développer des esprits solides et positifs. De tels esprits ne se forment qu'en connaissant notre raison d'être. Nos convictions ainsi que les bases de la politique de toute notre entreprise peuvent être résumées dans les déclarations suivantes. 1. Tout membre de notre société sera estimé sur la base de son rendement actuel, contribuant directement à la réalisation de nos objectifs. En aucun cas, des augmentations ou des promotions ne seront accordées sur la base de sa seule activité ou de son travail. 2. Tout être humain possède une dignité fondamentale. En conséquence, nous utiliserons ses talents en nous basant sur ses forces plutôt qu'en nous attardant sur ses faiblesses. 3. Nous attendons une intégrité absolue de chacun à tout moment. 4. Le pouvoir de motivation de notre société a toujours été et devra toujours provenir de la liberté. Toutes les transactions extérieures ou intérieures de la société devront être dictées par le fait que notre système de libre entreprise repose sur 4 aspects: liberté de l'entreprise sur le plan économique, liberté de l'entreprise sur le plan politique, liberté de l'entreprise sur le plan social et liberté de l'entreprise sur le plan moral. Notre ambiance interne, nos pratiques, nos attitudes et nos procédés exigent que chaque individu retire de son travail ces 4 libertés. Ceci peut être atteint en travaillant durement et intelligemment et en obtenant des résultats. 5. Tout homme travaille mieux et atteint une plus grande plénitude grâce à une foi personnelle et profonde. 6. Nous croyons à la dignité du travail. 7. Tout homme travaille mieux et obtient de meilleurs résultats en cultivant l'autodiscipline. 8. Nous croyons que les besoins humains sont mieux satisfaits par le fait de donner que par le fait de recevoir. 9. Nous croyons que le sens de l'humour est un des biens les plus précieux de la vie. 10. Nous croyons qu'une des expériences les plus captivantes de la vie est de pouvoir façonner des gens, des produits et la prospérité. 11. Nous croyons que si nous trouvons une solution complexe à un problème, nous pouvons en trouver une autre meilleure. 12. Nous croyons qu'aucun homme ne peut réussir avant de se connaître. Il doit d'abord avoir le courage d'identifier ses qualités, sans quoi il sera inhibé et handicapé par ses faiblesses, peut-être imaginaires. 13. La personne qui pense, travaille réellement d'une manière positive, fera pratiquement toujours l'objet de promotion et d'augmentation plus rapides. 14. Nous demandons à tout notre personnel d'améliorer la compréhension de leur travail dans le sens du profit. Des programmes et du matériel de formation adéquats seront toujours à leur disposition dans ce but. 15. Pour goûter la saveur de la vie, il faut travailler dur.
et dans le sens d'une réussite réelle. Le métal, inutilisé, se rouille. L'eau stagnante devient sombre. Un travail acharné peut être un moyen de vivre plus longtemps et en meilleure santé. 16. Le véritable bonheur ne s'acquiert qu'en prodiguant aux autres le savoir, l'encouragement, les conseils, la critique constructive, la foi et certaines choses matérielles. 17. Au bout d'une certaine période, il est impossible que vous ayez donné plus que vous n'avez reçu. 18. La dignité est une manière de vivre et non une façade commode. 19. Un potentiel inexploité dort en chacun de nous. 20. Le sacrifice de la liberté individuelle à la sécurité collective n'a jamais engendré le véritable bonheur. Seule une affaire florissante basée sur des gens bien entraînés à des postes adéquats pourra apporter la véritable sécurité. 21. L'intérêt personnel est normal et naturel, mais il ne peut être atteint que par et grâce au développement des autres. 22. Nous avons tous des forces et des faiblesses, mais la concentration sur l'accroissement de nos forces corrigera généralement nos faiblesses. 23. La formation n'est pas une destination, c'est un voyage sans fin. 24. Et enfin, la seule raison pour laquelle nous sommes inscrits sur des fiches de paix, c'est pour que notre travail contribue directement aux objectifs de notre société. Encore un mot à ajouter à cette philosophie, il n'y a vraiment qu'une seule raison pour laquelle n'importe quel employé de n'importe quelle entreprise se trouve sur une fiche de paix. C'est pour participer aux objectifs. Rendez votre philosophie attachante et rayonnante. Il va de soi que cette philosophie d'entreprise, ainsi que les convictions qui sont contenues dans les 24 points que je viens d'énumérer, ne sont pas obligatoirement compatibles avec les besoins individuels et les personnalités de toutes les sociétés. Je n'en ai parlé qu'à titre d'exemple. Toutefois, je sais par expérience personnelle que toutes les idées exprimées dans ces déclarations constituent une base en vue d'obtenir une participation ainsi qu'un engagement. Je vous suggère de réécouter la première face de cette cassette, et ceci plusieurs fois. Ces 24 points de philosophie d'entreprise devraient être analysés, pesés, critiqués et synthétisés. Ensuite, la version ou la variante la plus appropriée devrait être rédigée et appliquée à votre propre entreprise. Une copie de cette déclaration devrait être remise à tous vos directeurs. L'idée d'une philosophie générale bien arrêtée devrait être le creuset d'où surgirait le produit des esprits de l'équipe de direction. En résumant ces idées en des déclarations succinctes, vous alimenterez le fleuve, les artères de l'entreprise, de ce qui provient de ce vaste réservoir mental qui est le reflet de la puissance conjuguée des esprits en action des directeurs. Tout directeur ayant la haute main sur la politique de l'entreprise se verrait alors beaucoup plus apte à juger de l'interprétation d'une politique et de son adaptation qui aide les choses à se réaliser. Atteler, fusionner, accrocher et tenir en main ces esprits. Être certain que 4, 6 ou 8 ou peut-être même 10 de ceux-ci forment une force plus importante que leur total livré à lui-même. Voilà le défi perpétuel du directeur général. Cette situation exige des nerfs et de la discipline. Je ne le répéterai jamais assez, des nerfs et de la discipline. Considérons maintenant la troisième phase de ce qu'est réellement le management. Vous vous souvenez qu'il s'agissait de développer et fixer vos objectifs. Beaucoup de choses ont déjà été écrites au sujet de l'art de la fixation des objectifs. En revanche, on parle peu du processus de participation. Il y a une tendance à confondre tolérance, abandon et codétermination avec engagement et implication. La force motrice, celle de la gestion, de la technique et celle payée à l'heure, constitue une somme énorme d'expérience, d'idées et de jugements terre à terre. Elle a beaucoup à nous apprendre. Le directeur général doit faire usage des talents et des capacités en ne perdant jamais de vue qu'il et lui seul sera responsable des résultats obtenus. Par conséquent, il écoute, étudie, engage, discute et ensuite fixe les objectifs de la société qui représentent le meilleur des idées de son équipe
mais qui aura été au préalable renié, augmenté ou raffiné par ses soins. Il va de soi, bien entendu, que ces objectifs doivent être en accord direct avec la philosophie de l'entreprise où quelque chose ne va pas et nécessite de l'attention. Un tel directeur exigera que son équipe utilise un processus similaire vis-à-vis des subordonnés. Ceci étant fait en comprenant bien qu'eux seuls deviendront alors responsables de la bonne exécution des engagements dans leurs départements respectifs. Plan d'organisation, développement et projet. Tout directeur responsable d'autorisation, d'équipement ou de la rédaction de parties importantes d'un plan d'organisation devrait être guidé par le principe important que la seule raison d'être de l'organisation est d'atteindre des objectifs. Évidemment, un tel principe souligne sévèrement la nécessité d'avoir des objectifs raisonnablement et clairement définis. Toute affaire, et chacun de ces départements, possède une organisation. Qu'il le sache ou non, le but primordial est d'être certain qu'il est bien mis au point et structuré de telle manière qu'il puisse servir des objectifs sensés à court et à long terme. Le besoin d'éliminer les poids morts d'une organisation ne soulève que peu de problèmes. Un directeur avisé ne s'arrêtera d'ailleurs pas à une telle difficulté. Ce principe nous amène logiquement à la phase 4 de ce qui est réellement le management. Les étapes de la phase 4 devraient par conséquent être considérées et développées de la manière suivante. Primo, analyse fonctionnelle. En matière d'analyse fonctionnelle, les opérations organiques de la société ainsi que les sous-divisions en matière de responsabilité doivent être groupées sous chaque fonction principale. Ainsi, nous aurons une vue panoramique de toutes les activités de ce département lorsque nous en ferons l'étude. Cette analyse nous donnera évidemment aussi une vue d'ensemble de la superstructure au cas où nous en aurions besoin. Un tel plan pourrait être complété en demandant aux différents directeurs de remplir un questionnaire particulièrement élaboré ainsi que des fiches analytiques tenant compte des points qui doivent être réalisés afin de pouvoir parvenir aux objectifs de la société. Secundo, le diagramme fonctionnel. Cette étape consiste à analyser les opérations ou les composantes de chaque fonction et leur agencement. Un diagramme doit être précisément élaboré en fonction de A. L'analyse par étapes, chacune de celles-ci devant répondre à 5 questions très faciles. Que devons-nous éliminer? Que devons-nous combiner? Que devons-nous restructurer? Que devons-nous synthétiser? Que devons-nous simplifier? B. Les étapes évolutives, ne devant répondre qu'à un seul critère, quelle est leur contribution aux objectifs de la société? La nouvelle organisation qui découlera de cette étude devra comporter des critères de gestion sensés et solides. Tout ceci nous mène à la troisième et dernière étape de la phase 4. Tertio, le diagramme structurel. Le diagramme structurel devrait être le fruit et le résultat d'une étude complète, pratique et prudente. Lorsque ce diagramme est terminé, il devrait être distribué de manière à satisfaire le climat interne et externe de la société. Toute personne qui apparaîtrait sur le diagramme devrait être informée de son fonctionnement. Un plan sensé d'organisation comporte une structure à long terme en vue d'atteindre des objectifs à long terme. Il servira aussi de guide pour s'assurer que tout changement à venir au sein de la société sera conforme au plan. L'importance vitale de votre personnel. Le choix du personnel par rapport à un plan d'organisation sensé au sein d'une société est toujours critique. Et ici encore, le critère de base devrait se conformer aux normes de rendement. J'en ai d'ailleurs parlé au cours de la phase 5, où j'ai aussi expliqué pourquoi ces normes devraient exclusivement être développées en vue d'atteindre les objectifs de la société. Ici, un très sérieux système de valeurs devrait être considéré comme élément de base pour tout directeur débutant, car son efficience ne dépendra que de la qualité ou de la valeur de son intelligence, et de la valeur de son intelligence sera proportionnée à ses qualités intrinsèques. De manière spécifique, ces qualités devraient se traduire par du courage, du cœur, du discernement, de la force, de la créativité et de l'intégrité. Qu'est-ce qui différencie le net producteur du producteur exceptionnel? Et qu'est-ce qui différencie le producteur exceptionnel du producteur unique? En de nombreuses circonstances, j'ai eu l'occasion de comparer la productivité et l'avancement de deux hommes
dont les résultats de tests sur un plan psychologique et d'intelligence étaient pratiquement identiques. Le facteur différentiel de base défie toute définition précise et ne pourrait résider ailleurs que dans les tripes et le cœur d'un homme. J'ai très souvent remarqué que la différence essentielle entre deux hommes, apparemment équivalents, se résumait à une puissance viscérale, en courage ou plus simplement en tripes. En d'autres termes, en faculté de réaction vis-à-vis de l'adversité et en possibilité de surmonter les éléments contraires en travaillant plus dur. À titre d'exemple, je vais citer le cas d'un vice-président d'une importante agence de publicité qui était décidé à découvrir parmi les membres de son personnel l'élément qui réellement aurait pu assumer des fonctions élevées dans des circonstances assez négatives. Il imagina une série de situations test destinées à éprouver leur fougue. Une de ces situations supposait qu'on devait faire appel à un homme à 2 heures du matin pour faire face à une urgence, test auquel beaucoup se dérobèrent sous n'importe quel prétexte. Si ce cas est extrême, il prouve néanmoins un directeur déterminé qui ne pourra pas compter sur un de ses collaborateurs en cas d'urgence s'il n'a pas développé en lui les qualités de résistance et de subordination qu'il en attendait. Les programmes de développement devraient être établis en tenant très sérieusement compte de l'apprentissage par l'action, et ils devraient être mesurés par rapport aux résultats actuels de l'application pratique de tels critères de valeur. Phase 5, plan d'exécution et nécessité de résultats. Beaucoup d'essais de management par les résultats ne parviennent pas à leur potentiel optimum pour avoir négligé de jeter les bases d'une ambiance fabriquant les résultats. Toutes les normes de rendement d'un directeur doivent lui être complètement familières. Il doit comprendre quoi, où, quand, comment, qui et surtout pourquoi on attend de lui qu'il agisse en concordance avec un système impliquant des engagements de rendement. Trop souvent, nous entendons des directeurs de société dire « Nous avons essayé les techniques de management par les objectifs et elles ne nous ont pas satisfaits. » Ou bien encore « La théorie est excellente en principe, mais je ne vois pas comment nous pourrions l'intégrer au déroulement de nos affaires. » Ou encore « Notre équipe de gestion représente un merveilleux outil, mais diriger une affaire suppose une participation de toutes les ressources de cette affaire, et pas seulement l'outillage ou le facteur humain. » C'est pourquoi nous disons que définir des normes de rendement ne doit pas et ne devra jamais constituer un outil technique en soi. De telles normes doivent être suscitées par un processus dynamique d'implication où l'implication escomptée ne peut être qu'une chimère. La responsabilité sert de fer de lance, de catalyseur. Elle est définie en ces termes, l'acceptation froide et calculée d'assumer un travail ou de l'abandonner. Mais le climat de rendement n'est pas, lui, une chose stérile et froide. Avant d'imposer les griffes de votre responsabilité, vous devez être persuadé d'avoir montré l'exemple, d'avoir bien défini, d'avoir inspiré, ce qui ressort de votre propre attitude, une énergie certaine en plus de beaucoup de bon sens. N'oubliez pas que lorsque vous dénoncez une situation, il y a beaucoup de chances que vous ne soyez pas le seul à le faire. Lorsque par contre vous êtes persuadé d'avoir logiquement fait tout ce que vous pouviez en vue de créer un environnement ferme et stimulant en matière d'affaires, il faut que tout aille comme prévu. Vous vous devez cette honnêteté vis-à-vis de vous-même, de vos affaires et de vos subalternes. Pas de bon planning sans implication. Le type de directeur Gartschurm, sec et arrogant, ne semble survivre que des faiblesses des autres. Il ne trouve des sentiments de puissance et d'omnipotence qu'en s'entourant d'hommes faibles de caractère. Et il n'y a aucune justification à conserver un homme pareil à une place de direction. Dans un environnement résolu, il faut qu'il change de caractère ou qu'il s'en aille. Le directeur ou le superviseur revêche, dominateur et parfois bravache, qui dirige une affaire ou un département à coups d'humeur et d'invective, ne contribue certainement pas à la bonne ambiance, ni à l'adhésion de ses employés, qui ne se solidariseront sûrement pas en cas de pépin dans l'entreprise. Ses adversaires de travail et ses victimes politiques n'attendent en général qu'une faiblesse de sa part pour le remplacer ou le déboulonner à la première occasion. Je me souviens d'un responsable d'un très important département dans une compagnie maritime qui insistait pour que ses employés n'aient aucune formation universitaire ni même de diplôme d'études supérieures. Il s'évertuait à engager des conversations où il parvenait toujours à avoir le dernier mot, souvent énigmatique ou cinglant. Il puisait aussi une certaine fierté à savoir que ses employés étaient débordés de travail. Certains de ses employés le considéraient plutôt
intelligent. Certains éprouvaient un certain respect pour lui, mais la majorité le considérait avec amusement, dédain ou même dégoût. Superficiellement, ce département présentait toutes les caractéristiques d'un bon fonctionnement. Le patron était là, toujours, bien en évidence, et ses hommes s'agitaient dans tous les sens. Néanmoins, les indices de production ne semblaient pas satisfaire aux normes attendues par un groupe chargé de l'étude du rendement. Peu après, ce responsable dut rentrer en clinique pour une intervention chirurgicale. « Maintenant, vous allez assister à la déconfiture de mon département, dit-il à ses amis. » Son remplaçant temporaire était un homme ferme, mais chaleureux. Il prévint clairement ses employés que chacun d'eux serait tenu comme responsable non seulement des résultats individuels, mais aussi de la bonne marche générale du département, et demanda que ceux qui ne partageaient pas cette optique s'en aillent. En même temps, il parvint rapidement à donner à chaque employé un sentiment d'identification avec le département. Les résultats furent édifiants. Aussitôt, les employés bougons et d'ordinaire peu coopératifs se mirent à s'aider les uns les autres pour arriver à de meilleurs résultats. L'aspect physique lui-même du département s'améliora indéniablement. La qualité et la quantité de travail augmentèrent d'une façon spectaculaire. Lorsque le garde Schurm revint de la clinique, il apparut impensable de le réintégrer à son poste et on le transféra. Ceci n'est qu'un exemple de plus où la chaleur et les sentiments démontrent qu'ils sont des éléments essentiels d'une gestion ferme et solide. Je dois ajouter ici que les politiques internes, les coups fourrés et les sabotages n'ont pas de place dans un système équilibré de productivité. Phase 6, communication et motivation. Des communications efficaces ne peuvent suivre de lois, ne peuvent être commandées ou dictées. Un système efficace de communication doit s'acquérir et ne peut provenir que d'un groupe de gestion supérieur qui ne confond pas intelligence et sagesse. Un directeur intelligent peut très bien s'exprimer brillamment sans être pour autant réellement compris. Son effort sera donc gaspillé et il ne sera parvenu qu'à accroître un sentiment de frustration et de scepticisme. Un directeur réellement brillant ne peut se permettre d'avoir un langage trop brillant, car sa première mission est d'être bien compris. Par conséquent, il ne peut se contenter de considérer ce qu'il veut en tant qu'individu, mais il doit sérieusement se préoccuper des relations qui doivent exister entre la société, les départements et les buts et les objectifs de chacun. Il doit être convaincu d'avoir fait, en toute logique, tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que ses employés saisissent toute la portée de ce vieil adage qui dit « Prenez soin de votre société et elle prendra soin de vous ». Un subordonné intelligent admettra ceci et saura qu'il lui faudra vivre de cette manière, sans quoi il ne pourra donner à son sens des responsabilités l'impact nécessaire. Un effort considérable doit être fait dans le domaine de l'ambiance, en vue de s'assurer que tous les manuels, les guides de travail, les ordres du jour, les agendas, les comptes rendus de la société soient solidement élaborés autour du grand projet, des objectifs et des impératifs d'organisation de l'entreprise. Nous devons constamment nous poser ces questions. Est-ce du camouflage? N'est-ce qu'un investissement égocentrique et gestionnaire? Ou bien cela concourra-t-il aux objectifs de la société? En bref, toutes les activités doivent tenir compte, en tout temps, de manière fusionnée et convergente, des résolutions tant immédiates qu'à long terme de la société. Il n'y a aucune autre raison pour laquelle nous puissions figurer sur les feux de paix. La motivation, en termes simples, signifie une action en vue de réaliser un objectif. Et lorsque la majorité des employés réalisent clairement que l'action demandée dans leurs occupations, la réalisation de leurs exigences de rendement, est la même action que celle qui les aidera aussi le mieux à réaliser leurs objectifs personnels, vous disposerez alors des principaux éléments d'une ambiance motivée et rayonnante. Il est important qu'il soit clairement compris et prévu qu'en plus d'une détermination normale, on ajoute une rétribution psychique. Phase 7, contrôle. Cette septième et dernière phase traite du contrôle. À mon avis, le concept de base du contrôle s'appuie sur le principe suivant. Primo, les deux composantes essentielles du planning sont une affaire existe seulement parce qu'elle réalise, les gens travaillent dans une affaire uniquement pour sa réalisation. Secundo, les trois composantes essentielles de l'organisation, de la coordination et de l'exécution sont les ressources ne sont utilisées qu'en vue de la réalisation. La combinaison adéquate et l'équilibre des ressources sont indispensables à la réalisation. Ces ressources
doivent opérer en concordance entre elles pour la réalisation. Tertio, la dernière étape ou le contrôle, c'est lors du contrôle que se ressent l'efficacité de toutes les étapes précédentes, car elles ne sont évaluables que par la réalisation. Le contrôle réel n'est optimum que parmi les gens qui connaissent leur travail, qui sont motivés par le climat de travail et par ceux qui comprennent le pourquoi de leurs engagements. Il n'est pas impossible que l'adversaire d'un bon système de contrôle, même au sein de la gestion d'une entreprise, ne soit constitué d'un mélange de rigidité, de complaisance et de tolérance. La discipline, et surtout l'autodiscipline, est vitale. Lorsque le rendement de toute une entreprise ou d'un de ses principaux départements semble tomber en perte de vitesse, il est indispensable qu'un directeur résolu s'assure de ce que 1. Le grand projet tourne bien et qu'il dispense tout son voltage de motivation. 2. Les objectifs généraux sont sains. 3. Le personnel de cadre le comprend bien. 4. Les résultats terminaux requis par chacune des fonctions importantes sont utilisés sous la forme la plus favorable à l'accomplissement des objectifs. 5. Les communications sont efficientes et réciproques. 6. Les autres éléments du client concordent. Peut-être y a-t-il autant de différents types de tableaux de contrôle qu'il y a de différents types de directeurs responsables dirigeant des parties importantes d'entreprises ou de sociétés entières. Aucun effort n'a été fait ici pour présenter un tableau de contrôle adapté à une sorte d'entreprise bien spécifique. J'ai plutôt essayé de suggérer à un dirigeant quelques idées qui exigent une intelligente synchronisation, mélange de souplesse, des normes de productivité de son équipement, et un tel dirigeant devrait normalement être en mesure de structurer son tableau de contrôle de base en tenant compte de ces critères: souplesse, simplicité, compréhension, précision, applicabilité à la position stratégique. En fin de compte, la plus importante considération à garder en mémoire est que l'avenir des entreprises, ainsi que celui de notre société en général, repose difficilement parfois, mais carrément, sur des gens qui savent penser, ensuite s'exprimer, communiquer et rattacher les divers éléments d'une entreprise sous la forme réciproque et incessante d'un tout. Grâce au développement efficace et à l'accomplissement d'un tel climat, les nerfs et les muscles parviennent à constituer une ossature, et le management, par la motivation et par les objectifs, devient une partie fondamentale d'un système général de management. Pour terminer, permettez-moi d'introduire une notion personnelle au sujet de la liberté. La liberté de vivre, de travailler, d'enrichir et de guider votre propre destinée. Elle requiert une telle envergure pour atteindre le succès total en affaires qu'elle n'utilise que des hommes valables et capables d'affronter les grands idéaux. Songez-y et maîtrisez cette vérité. Votre intelligence souple et avide, s'exprimant en procédés intégrés et rationnels, pourra alors vous donner profit, pouvoir et succès.